il a participé aux dernières et celles d'avant aussi négociations sur le climat dans les différentes COP. Et puis il est en même temps président de l'association 4D, dossier et débat pour le développement durable. Et puis dernière casquette, le temps qu'il regagne la tribune, c'est un des anciens présidents de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Bonjour à tous. Je me situe dans la logique des deux interventions précédentes, mais je vais changer de perspective. Je m'appelle Pierre. Bonjour Pierre. J'ai 10 ans. Il y a un problème de micro peut-être. J'ai 10 ans et je vivrai jusqu'à la fin de ce siècle, et ce siècle m'appartient. Donc, ce que je voudrais bien voir avec vous, c'est le sujet dont on discute, mais en partant des jeunes. Parce que vous voyez, on a une tendance sur ce sujet-là à avoir une approche descendante. On dit aux enfants, et regardez à quel point ils ont bien réagi à travers les petits exemples qui nous sont donnés. On dit aux enfants, vous devez prendre soin de la planète, vous devez prendre soin de l'humanité. Mais on ne leur dit pas comment leur vie va devenir, comment ils vont assembler tout ça au fur et à mesure de leur processus éducatif. Et il faut être clair entre nous. Nos jeunes sont aujourd'hui en très très grande inquiétude. Alors, il y a des avancées notamment qu'ils voient, les nouvelles technologies de communication, mais ce qui caractérise les jeunes d'aujourd'hui, c'est une incapacité à se projeter. Et d'ailleurs, de la part des parents, qu'est-ce que les parents savent dire à nos enfants de comment leur vie va s'étirer au XXIe siècle? On a beaucoup de mal à le comprendre. Et les médias fragmentent la parole, n'aident pas à cela. Et donc, regardez le débat politique aujourd'hui, tout le monde s'engueule sur le présent et personne ne parle de l'avenir. Donc vous voyez qu'on a là quelque chose, je dirais, c'est pas les enfants qui sont malades, c'est la société qui est malade. Bon, et je voudrais là-dessus être très très clair. L'école parle peu du futur, elle aussi. Elle l'a fait historiquement, Jules Ferry. Au moment de la République, on a pris des gamins en galoche, qui pour certains ne parlaient pas français. On en a fait des citoyens. Alors bien sûr, on leur a dit aussi des conneries. La ligne bleue des Vosges, colonialisme, etc. Moi, je suis né en 1950, enfin de vrai. Donc c'était... alors à table, c'était la guerre de 40, midi, et le week-end, c'était la guerre de 14. C'est les grands-parents. Mais on parlait de la reconstruction. On avait envie d'un futur. Et on m'a raconté un futur. Quel est le futur que l'école raconte? Donc vous comprenez que les tensions qu'il y a dans l'école aujourd'hui, de la part des enfants, elle est légitime. On leur donne des briques, c'est-à-dire des savoirs, mais on ne parle jamais du plan de construction de la maison. Et l'école ne pense pas à ce siècle. Et je pense que une approche du développement durable par des injonctions d'éco-gestes qui ne s'inscrit pas dans un conflit d'itinéraire de vie rate sa mission. Alors, je vais maintenant glisser sur la question du changement climatique. Cette affaire de changement climatique a été comprise en quelle année d'ailleurs? Quand je vous réveiller. Qui a compris le changement climatique, qui a appelé ça effet de serre, qui a appelé un physicien français? Eh bien, c'est mal barré. 1827. Il s'appelle Fourier. Lavoisier a compris la composition des corps. On commence à faire l'analyse des gaz. Avant ça, on appelait ça les humeurs. Et donc Lavoisier comprend que certains gaz se comportent comme le vitrage d'une serre. Le rayonnement solaire passe à l'aller et puis passe pas au retour.
Mais vrai moment où on a compris complètement cette affaire de changement climatique, c'est 1985. On est allé fouiller les glaces de l'Antarctique, on a remonté des glaces qui avaient 150 000 ans, et on a été capable d'analyser la composition de ces glaces de l'Antarctique. Et bien évidemment, avec ça, on a reconstitué l'histoire du climat terrestre sur 150 000 ans. Le rapport scientifique est sorti en 90, la conférence de Rio en 92, et la conférence de Rio a donc suivi la compréhension scientifique en seulement 7 ans. En 7 ans, on est passé de l'alerte à un traité signé par tous les pays. Il ne faut pas désespérer du politique. Ensuite, il y a eu le protocole de Kyoto. Il fallait resserrer les boulons parce que ça n'allait pas assez vite. Et on est rentré ensuite dans une crise de 15 ans qui a été une crise qui a été déclenchée par le refus américain du protocole de Kyoto. Et il a fallu 15 ans pour en sortir, c'est-à-dire avoir l'accord de Paris, donc de décembre 2015, où on remet l'ensemble de la population humaine tout ensemble dans le processus. Et donc cet accord de Paris, il part d'un postulat à travers l'ensemble du travail scientifique. Donc, parce que vous avez un organisme qui s'appelle le GIEC, groupement intergouvernemental des experts du climat. C'est le seul organisme international, toute discipline, tout pays, qui existe sur quelque sujet que ce soit dans le monde. Maintenant, il y en a un sur la biodiversité également aussi. Et quel est le constat qui est fait? C'est que si on laisse filer le réchauffement, on encourt dans la vie d'un enfant déjà né un réchauffement et qui peut être de l'ordre de 6 degrés. C'est-à-dire les 6 degrés, c'est ce qui nous sépare de l'ère glaciaire. Vous avez 2 chiffres à mémoriser sur le changement climatique. Si on laisse filer, on a un changement climatique équivalent à la sortie de l'ère glaciaire. Alors, je vais m'exprimer là pour les plus jeunes d'entre vous, et notamment puisque vous êtes, d'après ce que j'ai compris, aux 3/4 des profs pour les petites classes primaires, donc ils n'ont pas vécu l'ère glaciaire. L'ère glaciaire, c'est quoi? L'ère glaciaire, c'est une banquise sur une ligne Londres-Amsterdam-Munich. L'océan est 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui, et vous faites l'école ici à Niort, au milieu d'une toundra, en présence de mammouths laineux. C'est ça l'ère glaciaire. Donc si on laisse filer, on a un changement équivalent en amplitude à l'ère glaciaire, dans la vie d'un enfant déjà. Bon, vous voyez l'importance du sujet. Et dans cette affaire-là, ce qui a été convenu maintenant, c'est qu'il faut qu'on n'ait pas un réchauffement supérieur à 2 degrés. Au-delà de 2 degrés, c'est ce que disait Nicolas Hulot tout à l'heure, on perd le contrôle du climat terrestre, on dégrade complètement les conditions de vie. Parce que le gaz carbonique dans l'atmosphère, il reste en moyenne 120 ans. Donc à partir du moment où on l'a mis dans l'atmosphère, il va falloir 120 ans pour le purger de l'atmosphère. Donc on est sur un sujet à grande inertie. Alors, quelle est effectivement cette spécificité du changement climatique? Je ne veux pas dire que c'est le sujet le plus important, ça n'a pas de sens. Le sujet le plus important, c'est la pauvreté et la violence dans le monde. Mais là, on a un sujet qui vient percuter tout ça. On doit changer de civilisation d'ici 2050, c'est-à-dire qu'on a une division par 4 des émissions de gaz à effet de serre par personne à faire d'ici 2050, et on ne peut pas le faire au-delà de 2050. Parce que compte tenu de l'inertie du processus, on est là, à ce moment-là, dans des souffrances humaines absolues. Et c'est ça qui a été compris petit à petit au niveau international, et notamment qui a conduit à l'accord de Paris. Pas plus de 2 degrés de réchauffement.
pas plus de degrés de réchauffement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence au niveau mondial à diminuer les émissions mondiales qui sont toujours en croissance, notamment du côté des pays en développement et des pays émergents. On doit réduire les émissions mondiales avant 2020, diviser par 2 les émissions mondiales, tout pays, d'ici 2050, et arriver à la fin de ce siècle, dans la deuxième moitié de ce siècle, à une humanité qui a totalement changé de système énergétique, et probablement de régime alimentaire, de système agricole, de système de transport, pour faire en sorte qu'on n'émet plus dans l'atmosphère plus de gaz carbonique que la nature s'est en absorbé. Bon, c'est ça. Bon. Et donc, la conférence de Paris, ça a été 3 processus complémentaires. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, bien évidemment. Bon, vous avez un texte de négociation. Si vous avez de vrais problèmes d'insomnie, vous pouvez essayer de lire. Il est infaisable. Mais je tiens à votre disposition une transcription dans les 6 langues de l'ONU que j'ai fait, et qui fait elle-même quand même 185 pages. Bon. Derrière ça, ce qu'on appelle les contributions nationales, tout ça c'est très jargonné, rassurez-vous, autant que les sigles de l'éducation nationale. On a demandé à chaque pays, qu'est-ce que vous allez faire d'ici 2030? Et sur les 195 pays de la planète, 189 ont répondu. 189 ont répondu quel était leur itinéraire de développement dans les 15 ans qui viennent. C'est jamais arrivé sur aucun sujet, à aucun moment dans l'histoire. Et si vous voulez, je me suis colté les 195 rapports nationaux. Et c'est une très belle musique qui sort. Une très très belle musique. C'est une musique dans laquelle il faut qu'on soit efficace dans l'utilisation des ressources. Il faut qu'on utilise des énergies renouvelables. Il faut qu'on construise des logements qui à la fois soient bien isolés pour protéger soit du froid, soit du chaud, et puis qui protègent les populations en situation de canicule, etc. Il faut qu'on change nos systèmes agricoles, puisqu'on va avoir de très très grosses perturbations de pluviométrie et qu'on va avoir des sécheresses qui vont modifier le type de plantes qu'on peut cultiver. Il faut qu'on change totalement le système de transport, puisqu'il faut qu'on sorte de sa dépendance pétrolière. Tous les pays ont dit ça. Il faut qu'on protège nos forêts, parce que nos forêts stockent du carbone, et notamment les forêts équatoriales. Il faut qu'on cesse de la progression des déserts. Et donc cette musique-là, tous les pays l'ont dit. Alors, pas avec des actions à la même vitesse, tous ne sont pas complètement forcément concernés par les mêmes sujets, mais tous s'inscrivent là-dessus. Le troisième point derrière, c'est ce qu'il a fallu dire, c'est pas seulement une affaire des États, c'est l'affaire de tous les acteurs, les entreprises, les banques, les producteurs d'énergie, la société civile, les ONG, tout le monde doit s'y mettre. Et donc il y a eu ce mouvement-là qui a été enclenché. Parce que vous comprenez bien que l'un des sujets, et d'ailleurs qui est très visible dans la campagne électorale en ce moment, c'est ce qui me permet, c'est qu'il y a un énorme déficit démocratique sur ce sujet. On en parle sur la scène internationale, et c'est la France qui l'a organisé, et ça ne redescend même pas dans nos débats chez nous. Et donc on a une vraie difficulté. Et je reviendrai là-dessus. Alors, cette affaire du climat va changer notre système politique. C'est la première question planétaire à solidarité obligatoire. Les enfants le comprennent bien. Les enfants ne comprennent pas notre système économique. Ils comprennent bien la solidarité planétaire. Regardez la relation affective qu'ils ont exprimée déjà dans ce qu'on a entendu vis-à-vis de la planète et vis-à-vis de l'humanité tout entière.
Bon, et donc il va falloir qu'au-dessus des intérêts nationaux des États émerge un intérêt, je dirais, global de l'ensemble de l'humanité sur les questions, encore une fois, gérer notre maison commune. Il va falloir changer, et ça aussi, c'était présent dans les discussions, notre participation individuelle. Ce que je fais dans ma vie privée, chez moi, même à l'abri des autres, en consommation d'eau, en gestion des déchets, mon régime alimentaire, ma manière de me chauffer, ça a une incidence sur l'ensemble de l'humanité. Il n'y a plus de séparation entre l'espace public et l'espace privé. Quelque part, les deux doivent converger sur ces questions globales et communes. Alors, bien évidemment, tout ça débouche, là, ça serait un autre sujet, mais sur le rôle central pour lutter contre le changement climatique, c'est les collectivités locales. Puisqu'il faut parler aux citoyens. Il faut aller chercher alliance avec chaque citoyen. Alors là-dessus, j'attire votre attention, et notamment dans votre posture pédagogique. C'est que tout ça, ce qu'on entend, et ça transparaît les discussions, ça produit de l'angoisse. Et qu'est-ce que disent les psys? Alors j'en ai consulté un paquet, toutes les écoles confondues. Ils disent l'angoisse ne conduit jamais à l'action. Alors, il y a une petite minorité très militante qui peut le faire, mais l'angoisse conduit vers le repli, conduit vers je me protège, c'est aux autres de résoudre le problème. Toute une série de comportements de fuite. Et d'ailleurs, dans votre comportement éducatif, vous pouvez le constater. Les jeunes enfants sont plus allants sur ce sujet-là, et dès qu'ils viennent ados et qu'ils commencent à réfléchir sur leur rapport au monde, l'affirmation de leur personnalité, il y a des rejets. Et il faut le comprendre. Et donc, les psys disent il y a 8 étapes pour passer de l'angoisse à l'action. C'est votre cas. Le premier, c'est constater une prise en charge sérieuse par les principaux acteurs. L'État, les entreprises, la communauté éducative, les médias. Parce que les gens ne vont pas prendre en charge un sujet tout seul sans le reste de la société. Le deuxième point, bénéficier d'un effort réel d'explication rationnelle. L'émotion devant la catastrophe qu'on voit à la télé ne constitue pas un acte éducatif. Il faut qu'à travers l'ensemble du parcours éducatif, l'enfant arrive à comprendre le processus, le rythme, comment ça se passe. Encore une fois, l'émotion ne remplace pas l'éducation. En ce moment, il y a beaucoup de confusion en la matière. Troisième point, savoir évaluer quantitativement ses propres contributions. Alors, au changement climatique, mais à toutes les questions de développement durable dont on parlait, à travers le chauffage, l'alimentation, la consommation quotidienne, les transports. Tout ça est bien évidemment essentiel. Au fait, combien émettez-vous de gaz à effet de serre par an en moyenne individuelle? S'il y a quelqu'un qui sait répondre. Vous les avez mal choisis, ils ne sont pas très bons. Bon, vous consommez 3 tonnes de pétrole en moyenne par personne et par an. Une voiture, pendant l'ensemble de sa durée de vie, va consommer 12 tonnes de pétrole. Vous émettez en gaz à effet de serre, en CO2. Vous ne le voyez pas, mais ça pèse quand même 7 tonnes par an. Bon. Et pour une voiture, pour rester sur un exemple simple, quel est le volume de CO2 émis par une bagnole dans l'atmosphère tout au long de sa vie sur 200 000 km? Ça fait 44 tonnes. Et 44 tonnes, c'est 1/5 du volume de l'Arc de Triomphe. C'est ça. Et donc il faut qu'on ait ces chiffres-là dans la tête. On ne peut pas faire progresser les gens sans faire progresser la mesure. Et la mesure doit être dans l'acte éducatif, pas seulement l'injonction.
Et puis il faut identifier les réponses possibles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la technique? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une meilleure organisation de la société? Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos comportements individuels? Il ne faut pas trop charger sur les comportements individuels. Derrière, il reste encore 4 étapes. Il faut avoir devant soi et à montrer aux enfants des réalisations exceptionnelles de la collectivité, de l'entreprise, y compris de la communauté éducative. Voyez, on sait le faire. Et dans votre vie, ça se fera comme ça. Ensuite, derrière, visualiser un calendrier. Il y a un calendrier international. Il y a un calendrier national. Ça nous a été rappelé tout à l'heure par le premier intervenant, avec, je dirais, des décisions qui sont prises. Bon, maintenant, il faut qu'on ait un calendrier perso. Comment, dans nos vies, tout ça va se passer? Il faut en tirer les co-bénéfices. Parce qu'on voit bien que tout ça va changer nos modes de vie. Mais est-ce qu'il y a des bénéfices? Ben oui, il y a des bénéfices. Diminuer un certain nombre de dépenses. Relocaliser certaines activités économiques dans notre pays qui souffrent du manque d'emploi. Et puis derrière, d'une manière générale, les énergies renouvelables, tout ça, c'est très créateur d'emplois. Et donc, expliquer les bénéfices. Et puis, dernier critère, ben, il faut que ça se fasse avec des garanties d'équité. Il ne faut pas qu'il y ait des populations qui aient plus à prendre en charge que d'autres. On ne peut pas demander, par exemple, aux gens du rural d'abandonner leur bagnole. Ils ne peuvent pas. On ne peut pas demander aux urbains de fabriquer des énergies renouvelables. Ils n'ont pas la place. Donc, il faut trouver des solutions dans lesquelles on demande à chacun d'agir avec la marge de manœuvre qu'il a et avec, encore une fois, une équité fiscale. On n'est pas très loin des bonnets rouges, ici. D'ailleurs, c'est une tradition sur l'ensemble de l'Ouest, mais la règle, c'est « je fais, si tu fais, si nous faisons tous ». Et en 2 minutes, Pierre, pour finir. En 2 minutes, pour finir. Ouais. La question croissance-décroissance qui a été posée par M. Bréjon, elle est sérieuse et elle est en train d'empester le débat public. Ceux qui parlent de croissance, ils ne disent pas croissance de quoi? Ceux qui parlent de décroissance nous disent, bah, puisqu'il ne va plus falloir polluer et diminuer nos consommations de ressources rares, bah, tout doit décroître. C'est faux. Je suis pour la croissance de l'éducation. J'avais dit que je serais gentil vis-à-vis de vous. Je suis pour la croissance de la santé. Je suis pour la croissance de la communication aux autres. Je suis pour la croissance de la vie citoyenne et de la participation citoyenne. Bien évidemment, il va falloir diminuer la consommation de ressources rares. Mais si on a des secteurs en croissance, ces secteurs sont pourvoyeurs d'emplois. Donc on va changer la nature de l'activité économique. Et bien sûr, on va changer les instruments de mesure, mais on ne rentre pas en décadence. Il faut bien faire attention à ça. Alors, pour me rapprocher de la fin, quelle est la question centrale du XXIe siècle? L'intérêt général est de retour. Nous sommes nombreux. Tous voudront bien vivre. Je suis conseiller de l'ensemble des pays africains, en plus d'être dans les instances nationales. La charge sur l'environnement de la planète est déjà trop lourde. Les ressources sont limitées et en net déclin. Un sacré cahier des charges. Quelle est la valeur de ce siècle? Au sens moral, perso, technologique, économique, c'est l'optimisation de l'utilisation de ressources. Faire de chaque grain d'énergie, de chaque production agricole, le meilleur usage pour tous, pour qu'une humanité qui, effectivement, atteindra les 10 milliards d'habitants en 2050, puisse vivre tous dans de meilleures conditions. Donc alors, vous avez quand même à dire aux enfants, 2050, mégatof, fin de la croissance humaine. Quand je suis né en 1950, on était 2,5 milliards. En 2050, on sera 10.
Il faut qu'on arrive à vivre ensemble. Et donc, vous voyez qu'on a là quelque chose de tout à fait essentiel. Alors, quelques remarques de conclusion. Il faut que vous compreniez que le monde aujourd'hui est à double structure. Il y a la structure pyramidale, les États, les grands organismes, les grands bidules, etc. Ils sont assez en panne. Hein. Bon. Par contre, il y a une structure horizontale. C'est la toile, c'est le téléphone, c'est Internet. Un gamin, aujourd'hui, avec son téléphone portable et son Internet, peut, s'il le veut, avoir accès à autant de personnes, autant d'expressions culturelles que toutes les générations cumulées qui l'ont précédé. Donc on ne va pas aller dans le mur, on va tourner avant le mur. Bon. Et donc il faut que vous fassiez l'alliance entre les questions de développement durable et les questions du numérique, des nouveaux moyens de communication. Il ne faut pas les traiter séparément, il faut les traiter ensemble. Alors, on est devant un changement de civilisation, il y a la globalisation culturelle, convergence des modes de développement des pays, je l'ai dit, il y a la difficulté de la mondialisation que vous connaissez, des tensions sociales, des conflits qui accompagnent ce changement de civilisation. Et donc, comme vous l'avez compris, la lecture de ce siècle est très brouillée. Alors, je vais vous faire quelques propositions positives. Quel est le cœur de la discussion vis-à-vis de l'enfant? Construire une vision de la transition. Il faut que l'école revienne dans l'histoire, comme du temps de Jules Ferry, comme du temps de la reconstruction. Il faut que l'école raconte le 21e siècle. Elle va dire des conneries, c'est pas grave. Il faut qu'elle parle, il faut qu'elle dise des choses. Ouais. Et aujourd'hui, vous ne le faites pas. Il faut inscrire la vie des enfants dans cette transition. Il y a la transition de la société. Eh bien, il faut qu'il y ait une transition de chaque personne. Il faut que chaque enfant entre en transition et qu'il puisse là-dedans faire ses choix en fonction de ses goûts. Il faut donner le goût de l'histoire qui se fait, et pas seulement de la naphtaline. Il faut les soutenir, leur donner confiance. Vous voyez bien qu'il y a une rupture générationnelle très grave qui est en train de se faire. Et donc il faut essayer de la combler. Comprendre les métiers du futur. Le développement durable n'est pas une matière à enseigner. Ce que je dis est clair. C'est une mise en mouvement de soi. C'est un geste, c'est une posture. C'est réussir sa vie. Et donc à travers construire un récit du futur. Et j'ai une exigence vis-à-vis de vous en tant que corps enseignant. Vous devez aimer le 21e siècle. Parce qu'on ne peut pas éduquer, on ne peut pas être parent sans aimer la période de ses enfants. Bien évidemment. Donc l'aider à trouver le bon chemin. Parce qu'il y a plein de dangers là-dedans. Mais vous n'avez pas le droit de vous débiner. Voilà. Donc il faut passer d'un processus descendant sur la question du développement durable. Les injonctions, vous devez être de bons citoyens pour gérer la planète et faire attention à l'humanité. Il faut passer maintenant à un processus descendant. C'est-à-dire reconstruire tout ça à partir de l'enfant en construction, de le mettre encore en mouvement. Et vous voyez que, encore une fois, ce siècle leur appartient. C'est une grande période de l'histoire humaine. C'est l'équivalent, je dirais, de la sortie du Moyen-Âge ou l'équivalent de l'entrée dans la révolution industrielle. Prenez un galopin qui est né en 1760. Il est né dans un monde stable, de marquis poudrés, de monarchie absolue. Qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? L'arrivée de la machine à vapeur, le papier-monnaie, les droits de l'homme, un changement complet de système politique, parlementaire dans tous les pays. On va abolir l'esclavage. On va inventer le photovoltaïque pendant sa vie.
et les mœurs vont changer. Et si cet enfant meurt en 1840, tout a changé dans sa vie. Eh bien, vous êtes des acteurs éducatifs qui avez la chance d'aider des enfants qui vont avoir un parcours de vie équivalent à celui-là. Tout le monde va changer. Et donc on est là pour les aider, et c'est notre manière de les aimer. Je vous remercie.